Bonjour à toutes et à tous. Je vous remercie de m'accueillir ici pour présenter mon intervention qui s'intitule autrement et le déplaisir du texte, l'esthétique incarnée des chants de Malraux. Dans le plaisir du texte, Roland Barthes rapproche corps et texte, lecture et érotisme. Ainsi, il pose la question suivante. Le texte a une forme humaine, c'est une figure, un anagramme du corps, oui, mais de notre corps érotique. Alors, pour ce grand théoricien de la sémiotique, la lecture se présente non pas comme une archéologie herméneutique destinée au déchiffrement laborieux de signification, mais comme une phénoménologie de l'intime. Phénoménologie qui consiste dans la découverte et la traversée de véritables zones érotiques qui émergent dans l'acte de lecture entre le texte et son lecteur. Pour Barthes, le plaisir de la lecture sera ainsi inscrit dans un investissement érotique du texte qui se met à découvrir la présence d'un corps autre qui est en même temps, en tant qu'anagramme, l'autre du texte. Or, dans les chants de Malraux de Lautréamont, la relation entre texte et lecteur a également centré sur l'imaginaire d'un corps à corps qui assigne au lecteur la position d'un amant pour lequel la réception du texte deviendra un processus à la fois esthétique et érotique. Les chants de Malraux, œuvre infâme, maudite et mystifiée de la fin du XIXe siècle, ces chants constituent un véritable panoptique de la cruauté et de la jouissance. Le corps est placé au cœur ténébreux de ce recueil de poèmes en prose. Il est tout à la fois mutilé, violé, célébré, aimé, chanté. Ici, il sera question non pas des corps sur le plan de l'intrigue narrative, mais du corps du lecteur dans la mesure où il est impliqué, voire invoqué par le texte, notamment à travers des adresses au lecteur. Les chants présentent un narrateur qui veut, je cite, peindre les délices de la cruauté en donnant au lecteur le tableau d'actes de violence extrême imposés au corps d'innocents. Tout en commettant, ou du moins commentant ces actes, il est très conscient de leur caractère transgressif et ne cesse pas de réfléchir leur effet sur celui qui les lit. Ainsi, il se caractérise par une crainte continuelle de ne pas plaire à son lecteur. De ce fait, on y trouve maintes adresses au lecteur, des consignes, des avertissements, des ostentations, mais aussi des séductions et des mots d'amour. Le narrateur semble en effet désirer son lecteur. Dans ses adresses répétées à un lecteur sans nom, il se fait chantre d'un mariage mystique entre le livre et son lecteur, entre texte et conscience, caractère et œil. Ce désir d'une union métaleptique semble confondre l'univers diégétique et l'univers extra-diégétique du texte. Il se présente comme un désir de tangibilité et de présence qui conçoit le lecteur comme une entité à la fois virtuelle et matérielle. Le narrateur s'adresse au lecteur en visant sa corporalité. Ainsi, nous lisons dans les chants les mots suivants. Que ne puis-je regarder à travers ces pages séraphiques le visage de celui qui me lit? Serre-moi contre toi et ne crains pas de me faire mal. Rétrécissons progressivement les liens de nos muscles, davantage. Au lieu de suivre le modèle conventionnel d'une relation binaire entre texte et lecteur, les chants rêvent de l'expérience d'un corps à corps où le lecteur et le narrateur peuvent entrer en contact direct, où le narrateur peut sentir la présence matérielle et émotive de celui qui le lit. Le narrateur désire une immédiateté et une relationnalité qui seraient tous les deux ancrés dans un imaginaire d'altérité corporelle, une conscience incarnée située dans un au-delà du texte. Il s'agit alors d'affecter et d'être affecté, de serrer le corps contre le texte et le texte contre le corps, même au risque de faire mal. Or, ce mouvement d'approximation ne s'achève pas. Il ne peut jamais devenir fusion réelle. Ainsi, les adresses au lecteur persistent dans l'état d'un pur essai virtuel,
d'une simple tendance de rapprochement, comme celui de deux lignes qui s'approchent, mais qui ne se touchent que dans l'infini. Je sens qu'il est inutile d'insister. L'opacité, remarquable à plus d'un titre, de cette feuille de papier est un empêchement des plus considérables à l'opération de notre complète jonction. Par analogie au mythe de Pyrame et Thisbé, le narrateur et son lecteur deviennent des amants qui ne se peuvent jamais toucher. Une loi, qui est celle de la médialité du texte, défend l'union. La feuille de papier est à travers érigé entre le corps, un mur qui ne se laisse pas surmonter. D'une part, les pages sont le seul moyen du narrateur de s'adresser au lecteur, d'établir un contact. D'autre part, elles sont le symbole même de l'impossibilité de ce désir. Elles sont ainsi à la fois seuil et obstacle. La feuille de papier de ces pages séraphiques est une matérialité autre que celle du corps, matérialité dont l'opacité rend le narrateur non pas voyant, mais aveugle. Ainsi, le narrateur n'a qu'une voix pure, pour qu'il ne reste rien d'autre à faire que de s'imaginer, par le biais du discours poétique, la conscience mentale du lecteur s'incarnant pour lui dans la matérialité d'un corps ouvert à la jouissance d'autrui. Dans le plaisir du texte, Roland Barthes évoque le projet difficile de l'écrivain de non seulement chercher, mais aussi séduire un lectorat dont l'identité lui est inconnue. Ce lecteur, dit-il, il faut que je le cherche, que je le drague, sans savoir où il est. La captatio benevolentiae de la rhétorique classique se transforme chez Barthes, mais évidemment aussi chez Lautréamont, en un projet de séduction d'autrui qui se fait cependant dans le vide d'une ignorance absolue. À cet effet, le texte recourt à un dispositif d'appel. C'est par des adresses au lecteur que le narrateur atteint un hors-texte qui ne peut cependant jamais véritablement saisir. Mais l'acte même d'atteindre cet autre inscrit au texte déjà une structure d'appel. À travers cette structure d'appel, le texte fictionnalise son lecteur au même moment où il se fictionnalise lui-même comme un objet de lecture. Dans ce sens, il ouvre, comme le dit Barthes, un espace de jouissance, un espace ouvert que le lecteur est invité à occuper. À l'absence d'un corps lisant, les chants de Malraux substituent un corps fantasmatique qu'ils peuvent modifier de plein gré. Ainsi, le lecteur se voit animalisé, voit transformé en monstre à travers le discours d'un narrateur dont le regard glisse sur un corps imaginaire qui baigne, au moment de la lecture, dans la matérialité aérienne et océanique des signes. Lecteur, c'est peut-être la haine que tu veux que j'invoque dans le commencement de cet ouvrage, qui te dit que tu n'en renifleras pas, baigné dans d'innombrables voluptés, tant que tu voudras, avec tes narines orgueilleuses, larges et maigres, en te renversant le ventre, pareil à un requin, dont l'air beau et noir, lentement et majestueusement, les rouges émanations. Tes narines qui sont démesurément dilatées de contentement ineffable, d'extase immobile, ne demanderont pas quelque chose de meilleur à l'espace, devenu embaumé comme de parfum et d'encens. Bien que cette extase immobile renvoie à l'état intérieur mental du lecteur, ses effets sont liés à son apparence extérieure, notamment à celle de son corps et son visage. Face à l'invocation de la haine, le lecteur est dit de subir non seulement une transformation intérieure, mais aussi une véritable métamorphose corporelle qui le rapproche à l'état créaturel d'un animal prédateur. Le texte, à son tour, devient un espace embaumé de parfums et d'encens. Il est préparé comme un lit de noces, comme lieu
d'une union mystique entre le narrateur et son lecteur. Alors, ce que les chants de Maldoror mettent en place, c'est une esthétique incarnée, une esthétique concevant la relation entre texte et lecteur en termes d'un érotisme métaleptique qui franchit ou qui veut franchir le seuil entre l'univers du narrateur et l'expérience réelle du lecteur. La lecture se crée à l'intérieur d'un espace relationnel. Celui-ci se caractérise par une intimité de deux entités fantasmatiques presque spectrales, la voix du narrateur et l'esprit du lecteur, qui se font corps par la fiction partagée d'un corps à corps contenu dans une réciprocité du toucher. Chez Lautréamont, la lecture ne se présentant pas pour le lecteur seulement comme découverte d'un corps autre, mais aussi comme redécouverte du propre corps. Merci beaucoup.